La fondatrice de cette école, c'est Mademoiselle Paris, Marie-Louise Paris. Quand elle a commencé les études supérieures, elle avait 30 ans. C'est beaucoup, 30 ans. Elle avait une petite sœur qui avait 10 ans de moins et toutes les deux ont décidé de devenir ingénieurs. À l'époque, les grandes écoles d'ingénieurs n'acceptaient pas de filles. Alors des écoles de plus petite notoriété l'acceptaient. C'était le cas d'une école qui s'appelait Sudria. Elles se sont retrouvées toutes les deux dans une école avec, dit-elle dans ses souvenirs, au milieu de 1200 garçons. Bon, on était là dans la configuration à peu près de l'équilibre entre filles et garçons dans une école d'ingénieurs. Puis ensuite, elles sont allées à l'Institut électrotechnique pour se faire doublement diplômer. Sortant de là, Mademoiselle Paris a trouvé que l'enseignement du métier d'ingénieur n'était pas tellement adapté aux jeunes filles. Et elle a décidé de créer une école qui serait, puisque les écoles de garçons ne voulaient pas de filles, qu'elle créerait une école de filles qui ne voudrait pas de garçons. C'était vraiment pour elle lutter pour faire des femmes ingénieures. Elle n'avait pas accès aux grandes écoles à l'époque. En 1925, l'Institut électromécanique féminin est créé. Voilà, plutôt pas des ingénieurs d'ailleurs, plutôt des techniciennes. Et elle a commencé vraiment avec des jeunes filles qui avaient quand même une licence, enfin quelque chose, c'était un peu un cours supérieur à l'époque. Je ne connais pas d'école qui est née dans ces conditions, de la volonté d'une personne, et qui finalement a eu au départ, je veux dire, un environnement certes favorable, mais 12-13 personnes, 12-13 étudiants. Et après on est passé à 20, à 30, à 40, jusqu'à 120. Au cours d'une histoire qui a duré 44 ans. 1934, cette école arrive au CNAM. Et elles ont commencé dans une petite pièce qu'on leur avait prêtée, parce qu'elle partait, elle allait voir tout le monde, tous les industriels, l'éducation nationale. Et puis elle avait aussi quelque chose qui était à la frontière du hobby, mais aussi de la passion d'ingénieur, c'était l'aéronautique. Et donc elle s'est investie dans la fabrication d'un triplan. Elle voulait faire le Paris, Dakar, New York, etc. Enfin un périple invraisemblable. Donc d'un avion qui malheureusement à cause de la guerre n'a pas pu se réaliser. Quand les Allemands sont arrivés, il a fallu quitter le CNAM et voilà. Alors elle s'est entamée après une période pendant 10 ans où l'école a été itinérante. C'était la nomadisation de l'EPF. Les filles sont allées, étaient abritées par des lycées. Le lycée, il n'aurait pas été des salles, mais c'était qu'à la fin des cours. C'est-à-dire que les cours de l'EPF commençaient à 17h et finissaient à 21h. C'était presque des cours du soir. Et puis, quelquefois, c'était au lycée La Fontaine, puis c'était au lycée Janson de Sailly, puis c'était un peu partout. Elle n'avait pas de mur, cette école. Il fallait trouver des lycées pour enseigner. C'était une école ambulatoire, en fait. Ça n'est pas l'école actuelle. C'était plus sommaire comme étude, puis forcément, donc on n'avait aucun labo, on n'avait rien... Enfin, on avait papier et crayon pour travailler, c'est tout. Donc forcément, le niveau était moins élevé. Enfin, le diplôme était beaucoup plus sommaire qu'il n'est maintenant. Chapeau au nouveau. Et quand même, cette école, et c'est là le vrai défi, elle a été l'une des premières à être reconnue par la commission d'études d'ingénieurs, qui est née en 1934, et l'habilitation a été donnée en 1938. Elle avait fait vœu de célibat pour pouvoir se consacrer à ses filles, tout en expliquant aux élèves ingénieurs qu'il fallait qu'elles fondent une famille. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois, pour une fille, être ingénieure et mère de famille. On était ses filles. Elle disait « Oh, mais mes filles, mais elles trouvent toutes du travail et elles se marient bien. » Et elles se... Enfin... Ah oui, elle était très fière de tout ce qu'on pouvait faire à l'école. Nous sommes aujourd'hui dans la maison qu'elle habitait quand elle est arrivée à Sceaux. Voilà, elle logeait au-dessus, il y avait des salles de cours en bas et au-dessus de chez elle. Et je crois que ça représente véritablement cette symbiose entre la fondatrice et cette école. Marie-Louise Paris, elle a sacrifié au niveau de sa vie son confort pour vivre une vie d'aventurière. Et donc cette énergie-là, cette façon de voir est très, très moderne, très révolutionnaire. Et du reste, pour acheter ici,
Elle a vendu sa propriété personnelle, familiale. Hein. Elle s'est battue pour trouver un terrain, pour pouvoir construire son école, pour pouvoir... Et au début, il y avait trois amphis préfabriqués. Enfin, c'était vraiment très, très sommaire. Au début, les premiers TP, si on peut les appeler comme ça, se déroulaient dans les... Comment dirais-je, sous les toits, là-haut, sous les combles de la villa. Ça a démarré avec des fers à souder et quelques circuits à câbler. Et puis l'année suivante, ça a commencé dans les nouveaux locaux, donc. Et il y avait 2 grandes salles dans lesquelles on pouvait accueillir une quarantaine d'étudiantes. Les étudiantes faisaient des TP en binôme. Donc il y avait 20 tables équipées pour pouvoir accueillir le matériel et puis ensuite les étudiantes. Marthe Lewis Paris avait aussi une passion pour la connaissance. Elle était passionnée de transmission, de connaissances. Mademoiselle Paris a été aussi précurseur pour l'installation de matériel informatique. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui pouvaient dire « nous avons chez nous un ordinateur ». Finalement, elle a joué un rôle absolument déterminant dans l'économie industrielle du XXe siècle, puisque dans les années 60-65, un peu moins de 50% des femmes ingénieures françaises sortaient de cette école. Et donc elle avait cette vision finalement de la libération de la femme dans le domaine du métier d'ingénieur, qui a beaucoup changé entre-temps. Donc la municipalité de Sceaux demandait régulièrement à Mlle Paris la possibilité d'utiliser ses locaux pour qu'un bureau de vote puisse être installé. Et Mlle Paris devait ouvrir ce bureau de vote le jour du référendum pour que les membres du bureau puissent venir s'installer. Ils ont sonné et ressonné. Ils ont appelé les pompiers qui sont venus, donc, qui ont franchi les clôtures et puis qui ont réussi à forcer la porte d'accès là, des petits escaliers. Et puis qui ont découvert Mlle Paris qui était en bas de l'escalier, là, qui avait fait une chute, mais une chute sans doute probablement due à un problème cardiovasculaire ou cérébral. Je suis allée à l'enterrement. Et alors, c'était impressionnant parce qu'on était une église pleine de filles. Elles ont toutes été marquées par cette femme. Son énergie, sa devise un peu, c'est un morceau de poème de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ceux qui, etc. Enfin, c'était vraiment pour elle lutter. Pendant 44 ans, elle avait 80 ans quand elle a disparu, elle était toujours à la tête de cette école. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfants, pas de succession, elle était présente tout le temps. Elle a entièrement consacré sa vie à l'école. Elle disait « Moi, je ne me suis pas mariée, ma vie, ça a été l'école ». Nous sommes revenus le lundi matin et l'un de mes collègues était déjà au courant du décès de Mlle Paris. L'école continuait de fonctionner et nous avions des travaux pratiques à assurer. Et ça a été un grand moment de trouble pour cette école parce qu'elle avait pris une telle empreinte, une telle place dans la vie de cette école, que c'est son directeur des études, M. Berthom, qui a assuré la succession. Il y a eu une forte solidarité pour pouvoir faire que cette école continue de vivre. C'est vrai qu'il fallait continuer de payer ce qu'il y avait à payer, les profs. Il y avait des dettes, des matériels avaient été achetés qui n'avaient jamais été payés. C'est à ce moment-là, deuxième période dans l'histoire de l'EPF, qu'un grand élan a animé les anciennes élèves, les professeurs et les industriels qui avaient l'habitude d'embaucher les EPF, en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Et alors, cet ensemble-là a créé une société anonyme qui s'appelle la SAIGEPA. Destinée à désintéresser la succession de Mlle Paris, qui voulait dilapider le patrimoine et puis faire que cette école s'arrête, puisqu'il n'y voyait aucun intérêt. Ce sont les industriels français et les anciennes élèves et les professeurs de l'époque qui se sont mobilisés pour sauver cette école. Ces entreprises françaises souhaitaient que cette école continue sa mission. Cette société donc s'est retrouvée propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers et parallèlement une association, une société de gestion de l'école, l'AGEPF, l'Association de gestion de l'école polytechnique féminine, voilà, c'est bien ça. On a refait le cursus complètement, c'est-à-dire on a repris l'ensemble des 4 années à l'époque du cursus
donnés à l'école, avec les cours magistraux, les TD, les TP, les 4 années, 1, 2, 3, 4. Et puis on a refait, sur un grand droit de lit, on a refait tout l'enseignement, avec les anciennes élèves, avec des ingénieurs non EPF que j'avais aussi recrutés. Puis sur le nombre de places, on a dit qu'on allait grandir. D'ailleurs, vous allez voir, on a ensuite beaucoup grossi cette école, au-delà de la ville à laquelle nous sommes. Et puis enfin, on a dit qu'il fallait changer la gestion. Changer la gestion, c'était aussi changer les hommes. Donc les gens qui étaient là sont partis, et on les a remplacés par des gens différents. On est allé la corde au cou un jour devant la commission des titres en expliquant ce qu'on avait fait, et on est ressorti de là félicité. Et même à un point, quand les écoles avaient des difficultés, la commission des titres a dit « Allez voir un peu à l'EPF ce qu'ils ont fait, vous verrez, c'est un bon exemple ». On était très fiers. C'était une nouvelle phase dans l'histoire de l'EPF, c'est la direction de Colette Créder. On a embauché une femme, alors que c'était un homme qui l'était avant, directeur. On a embauché une femme, c'était une femme avec beaucoup de personnalité, qui avait de l'expérience dans la gestion des entreprises. Elle avait d'ailleurs créé cette entreprise avant. Et elle a fait beaucoup de choses dans cette école. Et nous avons travaillé ensemble, d'une part, au passage de 4 ans à 5 ans. Ça, c'est une date très importante pour l'école. Maintenant, c'est du passé, on a oublié. Il n'y a plus de formation en 4 ans en France. Mais il fallait le faire à cette époque-là. La norme européenne, c'était un bac plus 5. Nous, on n'était qu'à bac plus 4. Alors, il fallait dépenser un peu de salive parce que beaucoup de gens tenaient encore au bac plus 4. Le projet était tout à fait intéressant parce que c'était des nouvelles options. À l'époque, on parlait d'options qu'il fallait monter. C'était toute la 5e année et ça concernait des options en électronique. À l'époque, les 2 options s'appelaient électronique télécom et électronique traitement de l'information. Le recrutement, c'est très important dans une école. Vous savez, on dit qu'on fait de la bonne cuisine à condition d'avoir de bons ingrédients. C'est une condition nécessaire, pas forcément suffisante, mais nécessaire. Une école d'ingénieurs fabrique de bons ingénieurs à partir de bons élèves, des bons élèves de terminale. Donc, on a intérêt à ce que les meilleurs élèves de terminale entrent à l'école, donc passent le concours et ils soient reçus. Et petit à petit, on a vu une progression extraordinaire, d'ailleurs, de ce phénomène. On s'était aperçu aussi qu'une association, loi de 1901, normale, ne pouvait pas recevoir de dons, de legs, etc., de la part de mécènes. Donc on a modifié la structure de la GEPF, l'Association de gestion de l'école polytechnique féminine, en fondation. En 1991, donc, la fondation reconnue d'utilité publique EPF a été créée pour porter le projet de cette école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école est un peu une école hybride, elle est privée, donc pas publique, mais elle n'est pas... elle ne rémunère pas les actionnaires, donc elle n'a pas besoin de rémunérer les actionnaires, c'est-à-dire tout bénéfice fait à l'école, il faut en faire et réinjecter dans le fonctionnement de l'école. Donc c'était un truc très positif, une chose très positive. Elle a finalement une caractéristique très intéressante parce qu'elle appartient à ce qu'on qualifie, nous en France, d'économie sociale et solidaire, ce monde intermédiaire entre le privé et le public. Et d'ailleurs, sa gouvernance elle-même représente finalement cette posture tout à fait originale, puisque dans le conseil d'administration de la Fondation, il y a les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur en charge de la recherche, le ministre de l'Intérieur, le recteur, voilà, ou le président du conseil départemental, et puis en même temps un collège d'industriels, et puis des personnes qualifiées. Donc on a cette mixité, cette variété dans la gouvernance, on l'a aussi dans la vie de l'école. Le projet de cette école, c'est-à-dire une école d'ingénieurs, avec sa dimension académique et scientifique, mais aussi une mission sociale et politique qui est la promotion des sciences auprès des femmes. Lorsque j'étais au lycée, pour avoir préparé un bac scientifique, c'était le bac C à l'époque, donc l'équivalent du bac S aujourd'hui, il y avait énormément de garçons, on était à peu près à parité, mais énormément de garçons. Donc l'arrivée à l'EPF avec uniquement des filles, ça n'a pas forcément été chose aisée dès le départ. Enfin, l'un des derniers éléments du règne de Colette Créder, ça a été l'admission de garçons révolutionne à l'école. Alors c'était vraiment une révolution parce que pas mal de filles tenaient vraiment à ce que l'école reste féminine.
il a fallu expliquer que, d'abord, on n'avait plus le droit. Une école sextiste, c'est défendu. J'ai fait partie de celles qui ont découvert la mixité en 1994 en intégrant 6 ou 8 jeunes hommes dans notre promotion de 180 jeunes filles. L'année d'après était beaucoup plus mixte que nos 6 ou 8 premiers garçons dans ma promotion. Et le fait est que le jour de la rentrée scolaire, je suis arrivée à l'école comme tous les jours, sans me poser plus de questions sur le fait que c'était la rentrée. Et j'ai vu des grands escogriffe, parfois avec des joggings ou des casquettes sur la tête, ce qui n'était plus du tout dans le périmètre ou dans le paysage de l'EPF, et je me suis fait siffler en passant dans l'allée, et là je me suis dit « Ah oui, les garçons sont revenus ». C'était quelque chose que je n'avais pas entendu depuis quelques années, effectivement. Lorsque les garçons ont commencé sont arrivés à l'école, bon, l'ambiance a été petit à petit un peu chamboulée, puis on a retrouvé le comportement des garçons, qui après s'est un peu aussi transmis aux filles. Hein. Voilà, il y a eu une ambiance différente, disons. Et puis pour les professeurs aussi, ça a été quelque chose de changeant, puisque s'habituer à démarrer par autre chose qu'un « bonjour mesdemoiselles », ça a demandé un petit peu de temps, mais ça s'est fait. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout un problème. Donc, mais ça a été une période intéressante. On a un taux de féminisation qui est dans la tranche supérieure de ce qu'on trouve dans les écoles, donc on reste toujours dans la mission d'origine. De sorte que l'EPF, bien qu'elle soit mixte, arrive quand même à diplômer en fin d'année plus de 80 filles. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui rendent ce palmarès. EPF, ça veut dire École Polytechnique Féminine. Voilà, ça c'est clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'était d'interposer un objet qui soit celui qui focalise l'attention et qui apporte beaucoup plus de sens que toute explication de EPF. Et ce FI, donc, qui a été imaginé, il a pour objet justement de qualifier et l'histoire et le présent et peut-être le futur de cette école. Le FI, c'est la double posture que j'évoquais tout à l'heure de l'ingénieur généraliste. C'est en même temps un ou une ingénieure qui a effectivement une culture scientifique très, très développée. Et le FI, c'est le nombre d'or, l'excellence scientifique, l'équilibre parfait. Le FI, c'est cette dimension humanité, responsabilité, qui fait partie aussi de l'ingénieur. Et le FI, c'est la racine de jolis termes comme philanthropie, philosophie, par exemple. Et puis surtout, j'ai découvert que ce FI, c'était une des représentations de la femme à l'époque mycénienne. Et au musée du Louvre, vous avez la femme en forme de fille. On représentait la femme par un FI. Ça, c'est l'histoire de cette école qui finalement se retrouve dans ce symbole que l'on met en avant aujourd'hui et qui, pour nous, l'élément qui symbolise véritablement ce que l'on est, ce que l'on a été, ce que l'on va devenir. Voilà, une manière de sortir de ce questionnement. Un autre sujet d'évolution majeur pour l'école, dans les années 87-89, il n'y avait pas d'expérience à l'international pour les élèves. Et puis, il y a eu un projet formidable, piloté par Gertrude Humilly, porté par Alain Genevaux, le directeur des études, et puis Colette Creder, la directrice, de mettre en place un double diplôme avec un établissement allemand. C'est le diplôme conjoint, c'est-à-dire une promotion d'élèves qui, pendant la durée des études, va étudier en alternance dans 2 pays, dans 2 institutions, et c'est une même cohorte, autrement dit, pour la franco-allemande, nous avons des Français et des Allemands qui, sauf la première année, mais pendant 4 ans, étudient ensemble, tantôt en France, tantôt en Allemagne. En 93, on a pris des élèves, et 96-97, on a commencé à avoir des diplômés. Et donc on a fêté dernièrement, il n'y a pas très longtemps, les 20 ans de cette formation, qui aujourd'hui est un diplôme conjoint, l'unique diplôme conjoint en France, habilité par la CTI, puisque tous les autres, ce sont des doubles diplômes, et donc c'est d'une facture un peu de moindre qualité. Le diplôme conjoint étant beaucoup plus prestigieux et fort. Et la volonté, alors là, portée par Colette Creder, ça a été de faire de l'international, avec une structure certes légère, mais souple. Alors on a fait pratiquement le tour du monde, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, beaucoup aussi, avec des échanges. Alors les échanges sont devenus courants maintenant avec Erasmus, mais on était d'une certaine façon les pionniers. Il y a eu une grande transformation qui a été faite, en particulier celle qui est la plus visible,
c'est la régionalisation de l'EPF. On s'est aperçu que la plupart des candidats au concours de l'EPF étaient de la région parisienne. C'était de rendre à cette école cette dimension nationale qu'elle avait naturellement quand c'était une école de filles. Toutes les filles de France venaient à l'école polytechnique féminine. Quand elle est devenue finalement EPF, école d'ingénieurs, cette dimension-là s'est dissoute. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à la direction de l'EPF, je me suis rendu compte que à peu près 70 à 75% des élèves venaient de l'Île-de-France. On a essayé d'aller implanter les établissements en province. On a commencé par Troyes. Nous pouvions à Troyes offrir finalement un environnement de vie beaucoup plus économique, à peu près 35 à 40% moins cher que le coût aujourd'hui dans la région parisienne. On reproche souvent aux écoles d'ingénieurs de stériliser un peu les meilleurs élèves et les empêcher dans la recherche. Non, au contraire, là, on essaie d'étendre un peu notre champ d'action. L'Université de technologie de Troyes aussi disposant d'une école doctorale, ce qui nous permettait aussi de répondre à notre engagement de permettre à nos ingénieurs de poursuivre leur formation en doctorat. Profiter de la culture régionale pour enrichir notre offre de formation. C'est ainsi qu'à Troyes, nous proposons finalement ce que nous ne proposons pas ici, urbanisme, bâtiment du futur. Voilà, ça, ce sont en fait des propositions qui sont intéressantes parce que ça fait partie des problématiques régionales. Et en formant des ingénieurs qui seraient finalement sensibilisés, formés à ces problématiques, nous permettions aussi de délivrer à cette région des ingénieurs qualifiés. Nous avons eu une trentaine d'élèves dès la première année, et puis progressivement, le nombre d'élèves en première année a augmenté. Nous sommes aujourd'hui autour de 70 élèves à peu près donc, en première année, et avec un objectif de faire un campus à taille humaine de 300-350 élèves. Et puis après Troyes, on a fait Montpellier. Montpellier, on a acheté des bâtiments là-bas, un ancien lycée qui ne servait pas. Nous avons développé un campus à Montpellier, selon le même modèle que celui de Troyes, là encore avec l'avantage d'offrir un environnement de vie très agréable, la mer un peu plus proche à Montpellier qu'à Troyes, bien sûr, mais une région un peu moins verte que la Champagne-Ardenne. Nous avions là en fait un projet qui allait plutôt s'orienter vers l'énergie, Montpellier, capitale mondiale de l'eau, beaucoup de labos de recherche dans le domaine de l'énergie, une manière finalement pour l'EPF d'aller adopter les spécialités là encore du territoire. Donc ça a été une manière finalement de construire un campus qui devait viser aussi 450 élèves et qui, avec une année d'avance cette année, donc a atteint cet objectif et qui nous interroge finalement sur un projet plus important que nous allons probablement écrire donc, dans les 2 ans qui viennent. Enfin, nous, on s'appelle la famille EPF, vraiment. D'un point de vue Sceaux-Troyes-Montpellier, on est une grande famille. On s'entraide d'un point de vue multicampus et sur les différents campus aussi. On a toujours été très à l'écoute des entreprises qui d'ailleurs ont toujours été invités à venir nous rejoindre. Il y a eu beaucoup d'enseignants vacataires qui venaient de l'industrie, qui donc nous conseillaient. L'école suit quand même beaucoup l'évolution des métiers, avec des options qui évoluent énormément. Et ça a été permis grâce à des sachants, des partenaires venant de l'industrie, mais aussi des anciens, des anciennes, qui nous ont impulsé cette énergie, qui ont formulé cette demande, et qui a fait qu'on a été capable d'y répondre. Toujours en écoutant le marché, en écoutant les entreprises, en étant près de leurs attentes et des besoins en termes de métier. Comme chaque année, CGI est présent au forum de l'EPF, puisque CGI, c'est une entreprise de services numériques qui a des forts engagements de recrutement chaque année. On fait 1200 recrutements, dont 700 stagiaires sur les métiers du conseil en management, de l'IT consulting, de l'intégration de solutions et aussi d'expertise technologique. Donc chaque année, on vient au forum de l'EPF pour recruter nos stagiaires de fin d'études, qu'on espère garder également en CDI, puisqu'on recrute 70% de nos stagiaires en CDI suite au stage. On est sous une convention de partenariat avec l'EPF, avec un de nos membres qui est une ancienne de l'EPF, qui est au comité de perfectionnement.
et donc qui travaille sur la formation et la pédagogie, la réflexion en tout cas, sur les orientations de l'école de demain. Sur le profil EPF, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est justement ce bagage généraliste, parce que lorsqu'on recrute, on ne va pas recruter simplement pour le poste à pourvoir tout de suite. On va recruter aussi pour l'évolution future. Et dans l'évolution future, on sait très bien que le profil EPF, il va pouvoir aller travailler sur des fonctions transverses, quelquefois, mais aussi sur une autre fonction technique qui n'aura pas été le poste de départ. Lorsque j'étais à l'EPF étudiante, je n'avais pas conscience de ce que pouvait être le réseau professionnel, et les relations entre l'école et les entreprises existaient déjà, mais certainement de manière différente de ce qu'on voit aujourd'hui. A posteriori, je peux vraiment témoigner que le réseau professionnel, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est tout aussi fondamental, si ce n'est plus, que ses propres compétences techniques, métiers. Il y a des anciens qui nous envoient directement des offres aussi bien de stage que des offres d'emploi. Et on se rend compte qu'en fait, en leur envoyant directement un CV, on a déjà franchi quelques étapes. Moi-même, j'ai été recrutée par une ancienne. On ne s'en rend pas compte quand on est étudiante ou quand on est étudiant pendant la formation, et on se rend compte dans le monde de l'entreprise qu'on a une capacité, une facilité à apprendre de nouvelles choses, et l'école, l'EPF, nous a appris à apprendre. On apprend dès notre entrée dans la vie associative à parler avec les entreprises, à leur expliquer nos projets, pourquoi on s'investit aussi autant là-dedans, pour qu'ils nous disent finalement c'est bien ce que vous faites et on veut vous aider en fait. Ça va nous permettre d'avoir des compétences transverses qu'on ne pourrait vraiment pas voir en cours, apprendre à faire une trésorerie, apprendre à manager une équipe, des relations de hiérarchie qu'on va établir avec des personnes qui ont le même âge que nous. C'est pas forcément facile à tenir, surtout du haut de nos 20 ans. Nous avons, nous, la volonté de former des ingénieurs durables, c'est-à-dire capables de s'adapter à un monde qu'on ne connaît pas aujourd'hui. J'ai connu l'EPF tout d'abord puisque ma maman est issue de la promo 67 de l'EPF et ma tante aussi de la promo 87. Depuis, ma sœur est diplômée EPF aussi et mon mari. Lorsque j'ai rencontré mon mari, on a très vite découvert que j'avais fait la même école que sa grand-mère, qui a fait donc l'EPF promotion 1942. Donc ça créait des liens. C'est une femme qui a connu les études pendant la guerre, qui a dû faire les cours pendant les couvre-feux avec les élèves du CNAM dans Paris, qui a été diplômée après la fin de la guerre. Et c'est tout naturellement qu'elle m'a accueillie à 80 ans en me disant « Nous sommes anciennes de la même école, donc on se tutoie », alors qu'elle vous voyait ma belle-mère depuis des années. L'association permet d'animer un réseau de 9500 diplômés aujourd'hui, dont 80% de femmes. Aussi bien une animation du réseau professionnel à travers soit donc, les réseaux sociaux, soit les offres d'emploi, l'annuaire en ligne, l'annuaire papier, et aussi bien tout ce qui est animation plus ludique, donc des anniversaires de promotion une fois par an, avec les anniversaires des promotions en 10, en 20, en 30, en 40. On arrive à peu près à regrouper 150 à 180 anciens par an. On a l'impression d'avoir 20 ans quand on se réunit dans la promotion. C'est assez formidable. Il est resté une camaraderie. Alors, l'EPF, effectivement, je peux la voir évoluer entre les témoignages communiqués par la grand-mère de mon mari, promotion 42, et mon expérience jusqu'à la relation que j'ai encore avec l'école aujourd'hui. Je pense que c'est une école qui a été très courageuse, qui a dû vraiment être pionnière pour permettre à des femmes de faire cette formation d'ingénieur, où on n'attendait de toute façon pas les femmes à l'époque et encore pendant quelques années. Parmi les anciens qui ont un petit peu marqué l'histoire, je pourrais citer Geneviève Barbaste, qui était une des femmes commandantes de bord, ainsi que Madame Gillet, qui a participé aux expéditions polaires avec Paul-Émile Victor, et beaucoup plus récente, donc Astrid Guyard, qui est championne du monde de fleuret. Et je crois que maintenant, Mademoiselle Paris a gagné son pari. On ne trouve plus dans l'industrie l'ostracisme qu'on avait connu
même de mon temps quand j'ai commencé à travailler. C'est une école qui a gagné en notoriété auprès des entreprises partenaires, qui sont des entreprises fidèles, et les entreprises partenaires sont de plus en plus nombreuses, donc ça témoigne de la qualité de la pédagogie. C'est un continuum, cette école, c'est-à-dire que, bien évidemment, on ne peut pas comparer l'établissement aujourd'hui à ce qu'il était à sa création, mais je crois que chacune des directrices, chacun des directeurs a pu passer le témoin à son suivant, dans des périodes toujours où les objectifs, la stratégie restaient la même. Et ça, c'est quand même assez rare dans le monde des écoles. Ça, c'est une école, je veux dire, qui marche très bien. Aujourd'hui, elle est bien vue. Tous les élèves qui sortent de l'école arrivent à se recaser dans des délais très courts. Par rapport à la moyenne des grandes écoles, la conférence des grandes écoles, le PF se situe dans le peloton de tête. Au niveau des emplois, au niveau des rémunérations, au niveau donc... Enfin, tout le monde est ravi de ça.